Bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure tu regardes la vidéo. On est sur Temps Mort Show avec Ali, votre présentatrice préférée. La préférée? Oui, oui. Oh, Oui. Ah bon? Oui. Je suis pas ta présentatrice préférée, toi? Comment c'est? Ah, d'accord, bref, c'est des bifs qu'on réglera plus tard. Ça commence à même pas Non, en commencer, fait, tu quoi. te souviens quand il avait fait le gars sensible, Ouais. tu sais, Boys to Men, quand t'avais pas fait la présentation. Il était fâché. T'étais en mode. Je vais voir si T'es je toujours your wife. Non. Make a wish. Moi, il y a pas que moi qui dois régler les comptes ici, hein. Depuis la semaine dernière, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, là. Aïe. Mais ça, on en parlera. Mais tu peux laisser la reine parler, s'il te plaît? Ah, la reine. Voilà, merci. Vu comment tu Merci, l'as humilié Dieu. la semaine dernière, je sais pas, hein. Eh, Hein ça reste non, en ma fait, il y a reine, trop c'est de pas un bif, là, il y a trop problème. de Ah, bif. Pas de souci. Moi, je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Mais bon. Y a quoi? Mais bon. Bon, vas-y. Non, mais cette semaine, fais une introduction où Mills pourra avoir les pecs qui gonflent. Oui, Tu vois ce que je veux dire? allez. Non, parce qu'il faut Parce que, ouais, il est booster jaloux. son ego un peu, là. Il est jaloux un peu. D'ailleurs, Bref, tu devrais même commencer par lui. Non, j'aime bien la fin. Moi, j'aime bien la fin. Ok. Laisse présenter le c'est vous qui choisissez. hein, le vous joueur de dites. Détroit, hein. Voilà. Bref, du coup, je suis avec la sainte trinité du basket. Oh. Vous aimez? Oh! Validé. La Sainte Trinité est validée. À ma gauche, on a le vétéran stylé, Snapback Man. Donc, le père. Le père. C'est ça? C'est Ouais, le père? Celui qui parle posément. Flestakim the Dream. Exactement. Comment allez-vous, madame? C'est très Toi, joli, avant. monsieur. Oui. Tout à fait. Donc, il y a le fils à droite, alors, s'il y a le père qui est à gauche. Ouais, on va. Non, je veux être là à la fin, parce que toi, je sais plus trop, j'ai peur de toi, là, carrément. Non, mais techniquement, c'est le père, le fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, je mais Saint-Esprit, je suis pas sûr. Bon. Je sais pas. 3 petits points. Du coup, je continue par toi? Je fais comme tu veux, c'est toi. Ok, très bien. À ma droite, on a Mills, le grand, celui qui n'a pas peur des mots. Hein? Oui. Eh ben. Gucci Mills? Ah. J'aime bien. Il est resté sur sa fin encore. Hein. Je Non, pense qu'il va falloir- j'apprécie. Tu vas bien, Mills? Ça va et toi? Comment ça va? Vous êtes toujours coordonnés au niveau de vos outfits. Non, là. mais. Moi, je suis sûr qu'il y a un groupe WhatsApp Il y a un groupe dans le groupe. dont on fait pas partie. Je suis sûr qu'il y a un groupe dans le groupe. On les où il y a des- virés. Il y a des petits, bon. Les gars, on peut pas faire un groupe dans le groupe, on est 4. Sinon, ce Oh, serait c'est une vrai, conversation à c'est 2, un en peu- fait. Il n'y a pas de groupe. Ouais, mais attends, il y a Rocky qui est quoi en consultant Ça veut dire privé Mobb aussi. Deep, ils sont deux, c'est pas... Mobb Deep, ils sont deux, c'est pas un groupe? Mobb Deep, ils sont deux, c'est pas un groupe? C'est un duo. C'est un groupe? Tu veux vraiment lancer ce débat-là maintenant? Oui, c'est un groupe. Non! En tout cas, c'est pas un groupe? Hein? On en discute après, mais c'est un des meilleurs On groupes en all time. parlera, on en Il n'y a parlera. pas de souci. Et à notre Laisse les jeunes, laisse les jeunes. toute gauche, le beau, le tsar, celui qui parle du basket comme si c'était de la poésie, Oh! Angelo. La poésie très, T'es pas d'accord? Poésie, Poésie, la la semaine dernière, poésie, c'était... vraiment. Quelle poésie? Moi, j'avoue C'était du que- rap, hein? Hardcore un peu, hein. Jusqu'à la mort. Bon, Bref, installez-vous. Aujourd'hui, on a un très beau menu. 5e épisode, hein? Ouais, 5e déjà. Hein? Mhm. ouais, déjà. 5e. Préparez vos assiettes. On va commencer par la NBA Cup. Parce que oui, ça y est, le tableau final est tombé. On a nos affiches, nos dynamiques. Et il y a les premiers là. Bref, on en parlera plus tard. Ensuite, on parlera du tremblement de terre en coaching européen. Qui se disent, ça y est, j'ai tout donné dans le monde. Pardon. Messina, qui, Bonne référence. ça y est, qui s'en va de Milan. Obradovic, qui s'en va de Partizan. Qui a soumis sa démission, mais il n'est pas parti Qu'est-ce qui se encore. passe? Non, ça, on va en parler. C'est un Ouais, mais dossier. qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un vrai dossier. Ouais, on continue avec les fenêtres internationales FIBA et le débat sur les systèmes qui revient chaque année. On va remettre le point sur les i. Et on parlera aussi du All-Star Game français. La liste est sortie et je vous connais, vous allez râler. Vous allez dire, ah, il manque lui, mais lui, pourquoi il est là? Bref. Évidemment, on finit par un petit bif. Un petit, grand, ça dépend. Kenyon Martin vs Draymond Green. Parce que Draymond Green, abonnement au drama. Hein. Là, c'est malgré lui pour le coup. Hein. Ouais, pas lui là, qui est- c'est malgré pas lui lui. qui est instigateur. Mais on en parlera à la fin. Ouais, vous êtes prêts? Ouais. Bon, On est prêt, on est prêt. hein. Ok, on envoie. Alors, on commence par la NBA Cup, le
tableau est officiel, donc gros récap, pardon. On a des grosses oppositions, les équipes qui font le boulot en poule. La dynamique la plus commentée du moment, c'est les Lakers. Premier du tableau. Ouais, vous avez bien entendu, première place, Los Angeles. Les gars en orange et violet. Mais attention, c'est pas parce que les Lakers sont premiers que voilà. On a des match-ups hyper serrés. Vous voyez qui partir en finale? Qui peut nous surprendre? Dites-moi des noms, mais pas de discours politique, s'il vous plaît. Lakers. Lakers in five. Merci. Merci. Ah non, ça y est. Toi, tu commences à te sentir mieux, là. Yeah. Toi, tu commences à te sentir mieux. À un moment donné, t'étais dépité, mais... Non, moi, je suis en Lakers. Hein. Moi, je suis en Lakers, donc voilà. Ah, ok, Lakers, ouais, merci. Ne vous trompez pas, les cascades, c'est juste de la déco. Moi, je suis en Lakers. I bleed purple and gold. Merci. Miss, toi? Il y a comme le Thunder, quand même, hein, l'air de rien. Pour moi, je vois pas les Lakers battre le Thunder. Après, c'est ma théorie. Après, là, si on parle de l'équipe, des équipes qui sont là, on a le Thunder contre les Suns, où je vois pas les Suns battre le Thunder. Je pense qu'ils vont pas exister, les Suns. Voilà. Et on a Lakers Spurs. Et on en parlait avec la blessure de Wembanyama. Mais les Spurs qui arrivent quand même à exister, qui font quand même une bonne saison. Enfin, l'année dernière, on avait vu après la blessure de Wemby, les Spurs sont un peu écroulés. Mais là, on sent qu'on en parlait un peu cette dernière semaine, que derrière Wembanyama, il y a quand même une dynamique, il y a quand même une équipe autour qui se construit et qui va très bien. Et là, on le voit directement avec les NBA Cup. Ouais, puis t'as Devin Vassell qui a sorti un gros match là, qui confirme en fait tout le potentiel qui est le sien. Maintenant, lui, ce qu'il faut, c'est de la constance dans ce genre de performance. Bien évidemment, quand t'as l'alpha qui tombe ou qui se blesse ou qui est amoindri, il faut que les joueurs de rôle prennent une partie plus importante dans la redistribution, que ce soit des points, que ce soit des responsabilités dans la création ou autre. Donc, tu joues pas de la même manière quand tu as Wembanyama dans l'équipe que quand tu ne l'as pas. Ouais. Mais ça peut avoir du bon dans le fait de donner confiance et de donner aussi des responsabilités à des joueurs qui vont forcément pas prendre des miettes, parce que c'est pas la philosophie Spurs et c'est pas comme ça que les Spurs jouent de toute manière, ni Wembanyama en tant que leader. C'est un mec qui partage le ballon et qui joue juste. Mais c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'il y a un changement de mentalité du côté des Spurs. Non pas, je parle pas de la franchise, mais je parle de cette jeune équipe telle qu'elle est faite. De là à avoir suffisamment d'armes pour pouvoir upset les Lakers dans le tableau de la NBA Cup et s'immiscer en demi-finale face au Thunder. Je pense que ça va être un petit peu trop juste, mais comme ce serait sur un match coup près, c'est pas une série play-off. Il suffit d'avoir un coup de chaud longue distance, il suffit de faire le bon stratagème défensif pour peut-être faire douter un peu un Luka Doncic sur un match et faire déjouer les Lakers. Pourquoi pas? Après, je pense que en tout cas du côté de la conférence Ouest, on se retrouve sur une route assez dessinée. On va avoir le Thunder et les Lakers qui vont se jouer la place en finale, quoi. On parle quand même des deux meilleures équipes de l'Ouest. Hein. Alors on parle, c'est les deux premiers de l'Ouest. Entre parenthèses, juste les Lakers et le Thunder ont fini premiers tous les deux. La différence de points, c'est le Thunder qui est passé en 1. Donc du coup 1-4. C'est juste la précision. Mais tous les deux invaincus. Oui, tous les deux invaincus. On parle ces deux équipes en forme du moment. Le Thunder a 11 victoires d'affilée. Les Lakers ont 6 victoires d'affilée. Je voulais quand même parler des Lakers, parce qu'on a quand même parlé du Thunder, mais on n'a pas beaucoup parlé des Lakers ici depuis le début de saison. Il y a pas mal de choses, je trouve agréables à voir chez les Lakers. On voit qu'il y a comme une dynamique. On sent, pour moi personnellement, que l'ère Doncic est enfin présente. C'est déjà la chose la plus plaisante, Mills. Voilà. C'est que ce n'est pas LeBron James l'option numéro 1. Voilà. Et ça change tout. Et c'est même pas même l'option numéro 2. Parce que même Austin Reeves qui fait un très très bon début de saison, un début de saison All-Star, faut dire les termes. Quand Luka Doncic est un peu moins performant en termes de scoring, c'est toujours lui qui prend la relève. Et même on voit beaucoup de matchs où les deux performent, où ça a plus de 30 points tous les deux. On sent la connexion, même la symbiose entre les deux. Même tu vois des interviews, tu sens que l'alchimie. Tu sens qu'il y a une alchimie. Eton, que j'avais critiqué le premier épisode, il commence à rentrer dans le rang. Tu sens que les Lakers ont envie de tout faire pour le mettre dans le rang parce que ça va être très important. Maintenant, LeBron est arrivé, il est revenu, il a fait quelques matchs, il est pas encore à 100%, on le sent en termes de forme physique, etc. Je pense qu'il lui faudra un bon mois. Mais on sent qu'il est plus dans je veux absolument scorer, mais plus dans la distribution, dans un rôle qu'il aurait dû faire déjà depuis l'année dernière.
Mais là, je trouve que depuis son arrivée, en tout cas, depuis son retour, il le fait assez bien. Il rentre petit à petit dans le rôle. Il ne bouscule pas la hiérarchie qui a déjà été imposée depuis le début de saison. Un Doncic prend les mêmes tirs. Un Austin Reeves prend les mêmes tirs. Un Rui Hachimura qui joue super bien. Bémol, maintenant, les Lakers prennent trop de points. Encore moi, je trouve qu'ils en prennent beaucoup trop. Ça défend mal. Ouais, ça défend très mal. Ça attaque super bien, mais ça défend super mal. Et malheureusement, face aux Thunder, qui sont des chiens en défense, c'est la meilleure défense de la ligue, tout simplement. Et qui sont plutôt pas mal en attaque aussi. Oui, voilà, tout simplement. Et en plus, là, maintenant qu'ils sont au complet, Jalen Williams est revenu. Ouais. Ok, tu peux passer les Spurs avec ton attaque, mais si tu ne défends pas contre le Thunder, ça va être très compliqué de passer, personnellement. Donc, je mise comme un peu une pièce sur le Thunder, juste à cause de ce côté-là. Maintenant, on a dit c'est un match coup près. Si les Lakers, ils ont une réussite incroyable à 3 points, par exemple, ou un Doncic fait un match incroyable, bien évidemment, ça peut tourner. Et une bonne gestion du tempo. Exactement. Parce que ça joue très vite. Moi, je veux juste réagir vis-à-vis de Ayton. Je vois aucune différence avec le Ayton qu'on connaît. Parce que c'est un bon joueur. Je veux dire qu'il n'y a aucune différence notoire. Il te produit le même 15-16 points, 8-9 rebonds qu'il te produisait quand il était du côté de Phoenix, qui te produisait du côté de Portland. La seule raison pour laquelle tout se passe bien, entre guillemets, même au niveau de l'opinion publique, de ses performances, à part peut-être sa déclaration, la balle perdue pour Anthony Davis, je ne vais pas réagir sur ça. Mais dans l'absolu, la seule et unique raison pour laquelle c'est positif, c'est qu'il est plutôt content d'être là, même si au début on se posait la question. C'est surtout ça, ouais. Il est plutôt content d'être là. C'est déjà un point positif. On peut se féliciter de ça. Il est content d'être aux Lakers. Et il est nourri à la cuillère par un des plus grands maestros de notre jeu, qui va servir, comme il sait si bien le faire, le pivot qui sait rouler et qui va au cercle. Donc tu vas être nourri à base de alley-oop. Tu vas être nourri à base de petits dump-offs et des petites douceurs glissées là, passe à terre, passe enrouler, ce que tu veux. Tu vas briller. Tu auras de quoi faire. Tu auras de quoi faire. Donc forcément, vu que lui va manger quand même de manière assez abondante, il va se sentir impactant. Il va se penser meilleur qu'il ne l'est. La question est, va-t-il réussir à rester dans ce cadre actuel sans maintenant prétendre être l'homme qu'il n'est pas, éventuellement, avoir une sorte de pétage de plomb en mode non, faudrait que j'ai la balle plus, vous me donnez pas suffisamment la balle dans la raquette ou je ne sais quoi. S'il se contente de jouer son rôle, pick, roll, rebond offensif et essayer de défendre un petit peu, tout se passera bien pour les Lakers. Mais c'est rien de nouveau pour moi. C'est pas comme si Ayton, il y a eu, métamorphose émotionnelle et psychologique du bonhomme. Je vois rien qui me fait m'émoustiller plus que ça. Ça reste le bon joueur de basket, mais qui a des carences émotionnelles et mentales, tout simplement. Pas mentales dans le sens bête, mais dans le sens dureté, dans le sens lecture de jeu, dans le sens aussi compétitivité, tous ces trucs-là. Oui, bon, de toute façon, voilà. On sait le joueur qu'il est. Après, bon, moi, vous savez, pour moi, la NBA commence le Christmas game. Non. Ayton, en fait, on parle que de bons joueurs. À chaque fois, on critique, etc. C'est un bon joueur, Ayton. Sauf que en playoff, mon gars, il va falloir te racheter. C'est-à-dire que là, c'est cool ce que tu fais. J'attends les playoffs. pour voir c'est bien, on s'avance pas qu'est-ce que t'as dans le caleçon. Non, mais c'est là où on verra si vraiment l'apport d'Ayton est aussi significatif que les Lakers l'espèrent. Après, LeBron est très intelligent. Parce que là, il sait que la dynamique, elle est pas en sa faveur. Il sait très bien que s'il vient, il bouscule, il revient, je suis LeBron James, donnez-moi la balle. Il sait très bien qu'il va se faire grailler par les commentateurs et tout. Il a raison. Monde. Donc, voilà. Faut lui donner ce crédit aussi d'être intelligent et de savoir que là, pour le moment, voilà. Pour le moment, en tout cas, c'est ça. Après, on verra. Ce n'est que le début. Okay. Et la victoire pense toutes les plaies. Exactement. Elle pense les plaies de l'ego, elle pense les plaies de la jalousie, elle pense les plaies de la frustration, elle pense beaucoup de plaies. C'est le moment où les Lakers potentiellement enchaîneraient 2, 3, 4 défaites d'affilée. On sait qu'en NBA ça va très très vite. Suffit d'une mauvaise passe, maladresse, et comme on sait en plus que les Lakers se contentent entre guillemets de leur adresse à l'heure actuelle qui fonctionne bien, mais que défensivement on sait que c'est un peu compliqué. Ouais. On se retrouve dans la situation où à ce moment-là j'ai envie de voir comment on va gérer entre guillemets les difficultés. Ça peut aller vite. L'Est peut-être. Et l'Est alors. L'Est. Mills. L'Est. Alors on va avoir un bon match, je pense, un Knicks Toronto. Donc le 2e et le 3e du classement. Détroit c'est pas qualifié.
Malgré la superbe saison qu'ils sont en train de produire, là. En plus, là, ils sont un peu plus dans le dur, là, avec les 2 défaites d'affilée qu'ils ont pu faire. Après, c'était Boston. Et là, ils ont repris contre le Heat. Ouais. Mais, ils ont repris contre le Heat. Ils ont perdu contre le Heat et ils ont récupéré. Voilà. De New York-Toronto, ça va être un bon match. Ça va être un match, les 2 équipes, même bilan. Même nombre de défaites. Les Knicks qui reviennent un peu qui commencent à reprendre, du poil de la bête. Voilà, exactement. Avec 3 victoires d'affilée. Donc, ça va être une bataille un peu hargneuse, je pense. 2 équipes qui vont se battre pour les 6 premières places. C'est Knicks un peu plus haut, mais le Toronto qui va jouer le haut tableau. On n'en parle pas depuis le début de saison, mais c'est un peu l'équipe surprise à l'Est. Toujours avec un Ingram très intéressant, les orbiteurs qu'il a mis là. Ça a pas des petits airs de Indiana Pacers, cette équipe de Toronto là? Un peu. Dans la philosophie, l'ambiance. Faut rappeler que Toronto n'a jamais été une équipe qu'on a forcément calculée. Même depuis des années, à part depuis l'année où il y avait Kawhi, bien évidemment, où ça gagne le titre. C'est une équipe où, comme on a dit, on les laisse bosser de leur côté, ils font ce qu'ils ont à faire. L'Est est très ouverte cette année, comme on l'avait dit, il y a pas mal de blessures, pas mal d'équipes qui sous-performent, on va dire, Boston, Milwaukee, Philadelphie, qui sont un peu en dessous. C'est le moment pour moi de se montrer. Comme je le dis, quand tout le monde va revenir au meilleur niveau, peut-être que Toronto, ça va être plus compliqué pour eux de jouer. Donc les victoires, faut les prendre dès maintenant. Ouais. Maintenant, on a aussi un deuxième choc. Je te laisse continuer. Et je pense qu'on sous-estime la qualité de cet effectif-là. Et je pense qu'on sous-estime l'apport du coach serbe aussi, qui a amené une philosophie, tu sais, cette envie de produire un basket total, un basket collectif, un ballon qui bouge. Voilà, un basket très FIBA dans l'absolu, même s'il est bien entendu saupoudré des subtilités de NBA, mais ça joue différemment. C'est pour ça que j'ai envie de dire quand même que du côté des Raptors, on retrouve un petit peu les ingrédients qui ont fait le succès des Pacers de l'année dernière. C'est-à-dire une équipe sans complexe, une équipe avec beaucoup de... mais une équipe qui a malgré tout beaucoup de qualité, capable de scorer, mais capable de défendre. Il y a de l'intérieur, il y a de l'extérieur, il y a du playmaking. La très meilleure défense de la ligue, actuellement. Ouais. Et vous pensez pas que c'est l'effet Glory là? Ça recommence. Allez. Vous doutez trop sur ce truc-là. Non, mais regarde, entre parenthèses. J'avais même une parenthèse. Regarde, il y a eu Thanksgiving, là, ces derniers temps. Il y a eu Thanksgiving jeudi. Clay est parti manger chez Madame. Non, tu l'as fêté? Non, j'ai pas fêté. Mais Clay est parti manger chez Madame. Je sais pas si c'est son nom, on va dire qu'après, c'est de l'harcèlement. Mais Clay, maintenant, a fait son meilleur match de la saison. Ouais, il a bien mangé Thanksgiving chez Madame. 8 sur 13 à 3 points. Vintage Clay. Voilà, ça fait plaisir. Et je pense que tu as raison, Flexa. Faut pas sous-estimer ce genre de choses. Merci, Flexa. Vous négligez cet aspect-là. Non, la relation, il parle de la relation. L'homme avait le cœur léger. Voilà. Exact. Bon, enfin, pas que le cœur, je pense. Bon, enfin, c'est fort. Oh non, bravo. Je me suis dit, il va pas oser. Désolé. Enfin, bref, il y a également le derby de Floride. Donc, ouais, ça c'est sympa. Voilà. Très sympa. Un beau derby de Floride entre Miami et Orlando. Et puis la culture des Orlando Magic à l'heure actuelle, c'est marrant, mais c'est une vraie culture East Coast à l'ancienne, tu sais. On va être rugueux en défense, c'est la bagarre. On va aller mettre un peu des... la castagne. C'est la castagne, c'est la bagarre. Donc j'ai hâte de voir ça. Toi, t'as qui un petit peu... Je vois Miami gagner. Tu vois Miami sortir, ouais? Tout simplement parce qu'en plus, depuis le retour de Bam Adebayo, on retrouve un peu la sérénité en défense qui manquait un peu pendant le début de saison. Après, ça score beaucoup tout le monde score beaucoup à Miami. Enfin, on sait que le scoring est très partagé. On sait que ça a toujours été comme ça à Miami. Les matchs comme ça, les matchs à coup près comme ça, Miami, c'est des matchs où ils ont pas peur. C'est des matchs où ils sont habitués depuis des années. Miami font très loin en playoff depuis des années. Même depuis l'ère LeBron. Même contre toutes les attentes. Exactement. Voilà. On sous-estime jamais Miami. Le Pat Riley, il a toujours mis sa patte c'est les guerriers. C'est l'équipe qui va rien lâcher. Et même Spoelstra, parce que maintenant... Maintenant, oui. Spoelstra, oui. C'est-à-dire que quand tu as, entre guillemets, moulé ton coach pendant de nombreuses décennies, à un moment donné, Pat Riley, il a sa culture qui est bien évidemment reconnue et identifiable, mais Spoelstra, tu vois plein d'interventions d'anciens joueurs dans les podcasts ou autres qui parlent de l'exigence hit. C'est pas simplement Pat Riley, quoi. C'est à travers chaque personne. Ils disent même les portiers de la salle, tu sens qu'il y a une exigence dans la performance. Donc, non, mais sûr. Donc, d'ailleurs, Norman Powell.
Ouais, Maman, exactement. ouais. C'est ça. Très bien habillé d'ailleurs. Hein. Il s'habille en XP. Mais c'est un genre Shout out Texaco. Non, mais 25 points de moyenne, hein. Et All-Star, hein, certifié, hein. Certifié. franchement, les gars, moi je pense que lui cette année, il peut faire quelque chose d'intéressant. Récupérer un MIP ou une bêtise comme Ouais, ça. en tout cas, il est dans la course, en tout cas. Hein. C'est Pour le clair, MIP. Ouais. Avec, pour moi aussi, Austin Rivers aussi. Parce que, bon, Austin Reeves, pardon. Faut dire Austin Rivers. Ouais, Rivers, c'est ce que pardon. j'allais dire. Austin Reeves, Respectez pardon. Austin Rivers. Voilà. Non, mais Oui, il a la retraite. là, c'est pas le sujet. Et shout out aussi à Eric Spoelstra, hein, donc 800e victoire en carrière. Yep. On se rend pas compte que ça fait depuis longtemps qu'il est là. Il a traversé pas mal d'années. Lui, il est arrivé fin 2000, je pense. C'est 2009, je pense, l'année où D-Wade était solo, où il y avait personne. Il a eu l'ère LeBron, l'ère Jimmy Butler. Et on se rend pas compte, mais il devient l'un des coachs les plus victorieux de l'histoire de la ligue, quoi. Flexta, tu veux quelle finale? Et on clôt là-dessus. Tu voudrais quelle finale, toi? Pour aller à Vegas et nous donner un match sympatoche. Lakers New York. Ah. Ça peut Lakers, donner New un York. truc, j'avoue. Lakers New York. East Coast Killer, West Coast Killer. Voilà. C'est intéressant. Ouais. Confrontation d'idées, confrontation de deux baskets un peu différents. Quoique, beaucoup porté sur l'attaque, moins sur la défense, mais je pense que ça peut être intéressant en termes de storytelling, d'engouement et tout. Ali, tu vois quoi, toi? Et surtout que New York, s'ils prennent un trophée, les mecs, Oui, NBA Cup, autant je suis pas trop chaud. Si c'est New York qui prennent la NBA Cup, c'est une dinguerie. Hein. Ils vont le fêter comme un titre NBA. Ouais. New York, fucking New York. Ouais, c'est pas déconnant ce que je Tu vois qui, toi? Parce qu'on Moi, sait déjà- que Cleveland n'est pas là, donc tu Quelle as le droit de te mouiller sans amertume, sans manquement à la loyauté éternelle que tu as pour cette franchise. Ça me fait des mal au Cavs. cœur. Ça me fait mal au cœur. Mais, Mais tu vois qui? Ou t'aimerais bien voir quoi? les Lakers, en tout cas, enfin, je suis surprise et moi, j'aime pas les pronostics. Donc tu de les vois base. battre le Thunder pour aller en finale à Vegas? Me regarde pas comme ça, Ali. Non. Donc, Mais ça serait surprenant, quoi, de les voir. C'est pas déconnant ce qu'il a dit, Flexta. Je les vois bien quand même. donc tu vois les Knicks se glisser. Ouais, facile. Non, tu m'as demandé ce que je. Non, mais moi, j'ai posé Non, qu'est-ce non, que tu c'est aimerais. ça la question. déconnant, mais c'est- Qui voyait et qu'est-ce qu'il veut, c'est Mais pas Ali, pareil. j'ai posé une question différente. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc toi, t'es plutôt de l'avis de Flexa. Ouais, fort. Ok. Et toi, Mills? Je vois pas le Thunder perdre contre les Lakers. Comme j'ai dit, à cause du déficit défensif des Lakers. Thunder Knicks. Je pense qu'il y aura un Thunder Knicks qui sera assez beau à voir. Et donc voilà. Hein. Après, franchement, à l'Est, c'est très ouvert. Mais en tout cas, Thunder Knicks pour moi. Et toi, Angelo? Moi, je pense qu'on aura un petit OKC Toronto, OKC Miami. Je pense que Toronto et Miami vont sortir de leur quart là. Ils vont se retrouver en demi. Ouais, ça va être une de ces deux équipes là. Ok. Ça va être intéressant. Ouais. On va voir. Aucun de nous n'a On a le même. les mêmes envies ou les mêmes trucs. Ouais, non, bref, passons de la coupe américaine à ce qui se passe en Europe, parce que là aussi, ça bouge. Deux monuments du coaching viennent de dire stop. Messina quitte Milan, Obradovic quitte Partizan. Pour moi, les mecs, c'est littéralement les Zidane et les Alex Ferguson du basket européen. Belle comparaison. Ok. Non, j'aime bien. Ouais, pour moi, c'est ça. Oui, Messina, c'est... on peut valider hein, bien sûr. l'esprit Zidane. On aurait pu dire peut-être Arsène Wenger ou des trucs comme ça, mais. Ouais, Non, mais c'est déjà pas Non, mal. parce qu'ils sont plus vieux, tu vois. Ouais, Zidane, bien sûr, ça reste c'est encore plus un coach nouveau. sur la durée. Hashtag tout ça. jeune. Mais au niveau de la qualité, c'est Non. sûr que. Hashtag jeune. Ah, c'est jeune, hein. Non, mais on valide. Attention, ça va très vite. Un jour t'es jeune, un jour tu te réveilles et tu te dis ah ouais. C'est Oh, pas pitié, c'est pas pitié, c'est pitié, pas j'aurais encore- été- c'est Un jour, pas tu encore verras. notre C'est cas. pas maintenant. Ce n'est pas encore notre Tu cas, verras s'il tes vous plaît, premiers merci. cheveux blancs apparaître, Ali, Je tu suis penses pas pas. Oh prête. là, oh là, oh Je là, suis oh pas là, oh là, prête. oh là, oh là, oh là. Non, parce que Messina, c'est l'un des cerveaux les plus respectés ces 20 dernières années. Obradovic, 9 Euroleague. Pour moi, c'est un mythe, c'est un fou génial. Ouais. Mais les deux portent la même saison. Du coup, ça fait bizarre. Du coup, évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est simplement la logique du temps qui passe ou est-ce qu'on est en train d'assister à la fin d'une génération qui a du mal à s'adapter à un basket plus jeune, plus rapide, plus... C'est presque philosophique comme question. Ouais. Il fait de la poésie. Moi, je pense vraiment. Hein. Honnêtement, je pense que il se passe un truc avec la connexion entre les plus anciens et les plus jeunes. T'as vu Thierry Henry à Monaco? Il a expliqué ça. Lui, c'est l'exemple parfait de ce truc-là
je ne comprends pas que tu comprennes pas. Ouais. Et je pense qu'en termes de philosophie, etc., ben, on a eu le cas avec Butler et Pat Riley, etc. Au bout d'un moment, il y a un nouvel ordre établi. Il y a des jeunes qui viennent avec leur arrogance de leur temps. Hein. Tu vois, c'est pas pour leur jeter la pierre. Toute une mentalité, toute une manière de se préparer, toute une manière d'aborder les matchs, d'aborder la défaite, qui est complètement différente de ce que ces coachs ont connu. Tu vois, c'est des coachs qui sont arrivés dans les années 90, etc. Ils ont des mecs qui sont pétris de basket historique, et là ils arrivent sur des trucs avec des nouveaux codes, etc. Et il doit y avoir le choc des générations. Voilà, si on doit le truc. C'est ça. Ouais, c'est une transition naturelle en vrai. Quelques résultats là, ça les met en danger ces coachs là quand même. Non. Je pensais qu'ils étaient à l'abri quand même ces mecs là. Non. C'est eux qui ont démissionné. C'est ça la nuance. Ouais, mais quand ils démissionnent, c'est parce que ils entendent des choses dans les travées, dans les couloirs. Non, en fait, ou disaient, moi je mon respect, je quitte. Je vous assure les gars, hein, c'est pas une pression des coulisses qui a entre guillemets forcé leurs mains de vouloir essayer de sauver la face et de démissionner. Je pense qu'il y a une sorte de résignation vis-à-vis des enjeux du coaching à l'heure actuelle, avec la nouvelle génération, la nouvelle communication. Tu sais, c'était Chauncey Billups, je crois qu'il en avait parlé. Alors, c'est pas forcément le meilleur exemple par rapport à tous les trucs, mais il y a une anecdote qui, elle, reste valable, où il dit j'avais un de mes jeunes joueurs de l'équipe qui fait un gros tomard en première mi-temps, un gros highlight, et il avait posté à la mi-temps sur ses réseaux sociaux le highlight de son tomard. Et le truc inconcevable, je sais que moi je fais face à ça en tant que coach, puisque je suis un petit peu les sélectionneurs. Non mais en tant que coach, je fais partie de cette génération qui a un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que ma génération universitaire, c'est la génération de la création de Facebook. Donc c'est-à-dire que les réseaux sociaux et toutes les différentes plateformes de réseaux sociaux qui sont sorties par la suite. MySpace. MySpace. Wow. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a été connectés. Hein. Tu connais MySpace, toi? Donc, nous, on est des petits jeunes. DJ Flexstar, Last Beast Music, vous savez pas. Vous ne rendez pas compte, vous ne rendez pas compte de ce qui se passe. On n'était pas dessus. Juste une petite question. Vous avez des photos Skyblock aussi ou pas? Ouais, dites-nous. Moi, Skyblock, j'ai dû être. Est-ce que t'as déjà envoyé un whiz? Oui, ça aurait fait. Mais moi, j'en ai envoyé 2000, j'ai envoyé. D'accord. Non, mais moi, je veux voir ton Skyblock. Un poke. Tu sais ce que c'est le poke? Mettez en commentaire si vous voulez voir le Skyblock de DJ Flexa, parce qu'il doit être très intéressant, lui. Ça m'intrigue. Non, mais blague à part, je fais partie de cette génération qui est baignée par les instructions, la philosophie, la rigueur, la discipline, le coaching à l'ancienne. C'est-à-dire que moi, les coachs grecs, les coachs serbes, les coachs à l'ancienne, très rigoureux, très stricts, très militarisés presque par moment, c'est quelque chose dans lequel moi j'ai grandi, donc auquel je m'identifie, et ça fait partie intégrante, en tout cas, ça a beaucoup influencé ma philosophie de coach. Ouais. Mais je suis aussi partie de cette génération de pionniers des réseaux sociaux. J'avais même pas 20 ans quand ça a commencé. Je maîtrise parfaitement les réseaux sociaux, les enjeux, les commentaires. Les commentaires. Mais les déviances également. C'est-à-dire que je comprends parfaitement la différence de culture qu'il puisse y avoir avec la génération qui est arrivée après moi et aussi les attentes de la génération arrivée avant moi. Ouais. Donc, je pense que c'est réellement ça, Mills et Ali, parce que Flexta, il fait partie de ma génération, donc il comprend parfaitement de quoi je parle. Quand j'ai commencé à coacher, et j'ai eu l'opportunité d'avoir une première expérience de coach de très haut niveau tout de suite. C'est-à-dire que j'ai pas forcément eu cette période de rodage. Rappelle-moi, c'était quoi? Les équipes nationales de la Grèce 3-3 intégrale, tu vois. Donc filles, garçons, toutes catégories. Okay. Donc je me suis retrouvé à coacher des joueurs de première division, des filles qui jouent en Euroleague, qui ont même certaines d'entre elles joué en équipe nationale 5-5. Très bien. Et d'ailleurs, grosse dédicace à Nikos Persidis, qui était un de mes tout premiers joueurs en sélection nationale, qui a eu sa première sélection en équipe 5-5 lors des fenêtres internationales dont on va parler là. Et qui a mis 17 points à 100% au tir pour sa première sélection internationale contre la Roumanie. Donc, c'est fort. Nico, bravo Gormo. Mais la raison pour laquelle moi j'ai moins fait face à ce genre de problème, c'est que la culture grecque et les joueurs grecs sont habitués, et encore à l'heure actuelle, parce que les coachs grecs, que ce soit Sferopoulos, Itoudis,
Même Spanoulis, que vous voyez à Monaco, ce sont des coachs. C'est comme ça, c'est carré, c'est militaire, c'est très grec. C'est très 300. Ah ouh, tu vois, c'est vraiment... Donc, pour moi, j'ai pas eu trop de problèmes vis-à-vis de ça. Les joueurs en ont même besoin. En tout cas, dans la culture grecque. Mais dans les autres cultures européennes, espagnoles, françaises, quand on voit Panayotis Giannakis, quand il est venu en France coacher Limoges, il s'est heurté à ça. Hein. C'est cette manière de coacher, de parler aux joueurs, d'être dur sur les joueurs français. Non, mais après ça, c'est terminé. Hein. Mais justement, maintenant, tu dis c'est terminé, mais ça ne l'est pas. Parce que quand tu vois ce qui est attendu, quand tu vois comment maintenant l'ancienne génération, n'oublions pas que Popovic était décrié en tant que coach de Team USA dans sa communication. Si tu regardes vraiment ce qui était le ressenti des joueurs et s'il y avait un énorme respect, une révérence pour sa carrière et qui il est, mais avec la jeune génération. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que. Donc il y a une résignation, je pense. Moi, je pense que je pense pas que c'est juste dû au basket. Hein. Moi, je pense que c'est dû même au sport en général, où il y a une manière différente aussi, même de hiérarchie. Avant, je pense que le coach était quand même pas intouchable parce qu'il y a toujours eu des déviances, mais il avait un rôle beaucoup plus important, beaucoup plus dur. Aujourd'hui, on met pour beaucoup des fois certains joueurs avant les coachs, voilà, on le voit, hein, et on en parle un petit aparté dans le football. Où mais tu parles même en Europe, Matt, parce que ça c'était aux États-Unis, en NBA, ça a toujours été le cas. Je parle pareil aussi, je parle même aparté aussi dans nos sports qui est le football, où même Thierry Henry le disait exactement, où c'était très compliqué aujourd'hui de coacher comme eux ont été coachés, tout simplement parce que le joueur maintenant c'est plus pareil. Avant, quand on était dur avec certains joueurs, ils étaient obligés de suivre la dynamique ou ce que le coach disait. Aujourd'hui, tu vas voir le GM, coach, moi le coach là, moi je peux pas, etc. Si c'est le joueur qui t'amène le plus de points, malheureusement le joueur va passer avant le coach. Et quand tu regardes aujourd'hui, je pense pour moi en tout cas qu'il y a plus beaucoup de coachs qui vont faire 15 ans, 20 ans dans une même franchise, dans une même équipe, que ce soit en Europe ou soit en NBA, tout simplement parce que cette culture-là n'existe plus. Le joueur dans une équipe, dans le système de l'équipe ou même de la franchise est devenu trop important. Je pense que dans les années 2010, on a eu ce changement-là où même mentalement les joueurs se disent pas moi je vais arriver dans cette équipe-là, je veux qu'on devienne la meilleure équipe. Non. Je veux être le meilleur joueur de la meilleure équipe. Et si le coach n'est pas content, dehors. C'est lui qui s'adapte. En fait, maintenant, les joueurs arrivent maintenant en tant que pro en se disant, c'est au coach, c'est aux joueurs de s'adapter à mon talent. Et je pense que le côté dur que tu dis, Angelo, le côté dur que beaucoup ont vécu, ont apprécié ou pas, parce qu'en fait, c'était juste obligatoire, c'est juste les normes. Aujourd'hui, la norme, elle est différente. Tu vas parler aux joueurs, tu vas faire tout pour qu'ils se sentent bien, tu vas essayer de bien communiquer avec lui. Les coachs, ils ne communiquent pas. C'est très mal vu. Je veux vraiment pas t'interrompre, mais je suis obligé d'intervenir tout de suite. Le problème avec ça, c'est que les joueurs se déresponsabilisent. Oui. Et quand tu vois, je vais te prendre l'exemple de l'Étoile Rouge en Euroleague. Tu te retrouves avec Sféropoulos, qui a fait les beaux jours de l'Étoile Rouge sur les 2-3 dernières saisons, coach grec. Avec un nom comme ça, t'inquiète pas, on avait compris. On avait capté que c'était un grec. Vraiment. Rastapopoulos. Mais, donc, t'as Sféropoulos qui est une référence du basket européen. Ça passe plus. D'accord? Derrière, on se retrouve avec la même équipe. Aucun changement de joueur. T'as l'arrivée de Sacha Obradovic, l'ancien coach de Monaco. Et ils enchaînent une série de victoires avec les mêmes gueules. Les mêmes équipes qui, en plus, Obradovic se retrouve à jouer avec les mêmes systèmes que Sféropoulos, parce que pour installer des nouveaux systèmes, une nouvelle philosophie de jeu, Mills, t'as besoin de plusieurs semaines. Tu peux pas le mettre en place du jour au lendemain. Ces mêmes mecs avec les mêmes systèmes de jeu, maintenant t'enchaînes une série de victoires qui a propulsé pendant plusieurs semaines le Restart en tout en haut de l'affiche en Euroleague et dans le top 4 à l'heure actuelle. Donc, à un moment donné, c'est juste parce que Obradovic arrive et c'est coup de baguette magique? Non. Donc, ça veut dire que c'est, comme on le dit très souvent, le déclic ou l'électrochoc. Mais qui dit électrochoc veut dire que ce sont les joueurs qui sabotent un peu le projet sportif. Mais bien sûr. Non, mais les gars. Ça, c'est pas. Et donc, c'est ça, moi, qui m'embête. Mais c'est pas nouveau. C'est que des joueurs qui veulent faire chuter un coach, ça arrive. Exactement. Ça arrive. Malheureusement, aujourd'hui, c'est de plus en plus, et là, je me tourne vers vous, la jeune garde.
La jeunesse. Parce que, La non, non, jeunesse, mais- la jeunesse. non, mais La honnêtement, jeunesse, non, sérieusement, le parce vieux que, père. là, c'est des choses qu'on observe un petit peu partout dans la société. Ouais. Tu regardes à l'école avec les professeurs, où les professeurs, ils t'osaient même pas répondre à ton professeur ou je sais pas quoi, sinon, ils t'osaient même pas en parler à tes parents, sinon tu te faisais démonter. Là, aujourd'hui, c'est limite, le parent, il va frapper le professeur, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a eu un changement de mentalité, la calénothérapie, on a laissé aller trop de choses, et la mondialisation du basket. Et la mondialisation aussi avec les mauvais aspects. Les aspects NBA où le côté Ja Morant, où on entend tout le monde est tatoué, tout le monde est, tout le monde s'en fout, des mecs qui arrivent en retard à l'entraînement, le manque de professionnalisme et tout et tout. Ouais, mais je mets 30 points. Ouais, mais arrive à l'heure quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et on est dans la République des joueurs et ça c'est ça vrai. s'instaure partout. Non, mais regardez, parce Et les derniers Mohicans comme ça, là, malheureusement. Mais le partisan, tu veux lui, vas-y, communique, tu voulais lui. Non, c'est. Par rapport à- Dites-moi. Non, c'est bon, je suis déjà c'est juste qu'il Moi, faut je avancer, dis- quoi. Moi, je dis juste que, enfin, pour moi, c'est une transition naturelle. Vraiment, parce que, enfin, le basket, c'est devenu un jeu de spacing, c'est rapide, etc., etc. Maintenant, on demande aux coachs d'être des managers émotionnels. Non, pour moi, c'est pas le style de jeu le problème, Ali. Hein. C'est vraiment pas le jeu pratiqué. Quand tu Ouais. regardes la NBA dans les années 80, ça faisait le run and gun beaucoup plus que ça le fait à l'heure actuelle. Aujourd'hui, ça shoot à 3 points. Avant, c'était dans la raquette. La stratégie, c'est la stratégie. Mais je pense, mais je Mais ce qu'elle a dit, mais je suis ce qu'elle a dit, mais je oui, suis c'est d'accord avec c'est la fin émotionnel. de ce qu'elle a dit. C'est émotionnel. Mais De ce qu'on demande au coach actuel. c'est le management. Parce qu'elle- Ouais, c'est qu'elle ce disait. que j'allais dire après. c'est que- Voilà. Ouais, Tu c'est parles ça. juste du management humain. Moi, le vrai problème par rapport à ça, il est ailleurs. Quand tu regardes comment les supporters du Partizan ont réagi à l'annonce d'un Zeljko Obradovic qui dit « j'arrête », dépité en conférence de presse parce que c'est après le match contre le Pana, justement, où ils se prennent un 25-0, incompréhensible. J'ai regardé le match. T'as des joueurs, calibre NBA, hein. Les mecs ratent des lay-ups. Les mecs ratent des tirs ouverts. Les mecs perdent des ballons insensés. Non, mais Donc là- le coach, à un moment donné, il gère ce qu'il peut gérer. Mais quand est-ce que les joueurs prennent leurs responsabilités? Est-ce que ça va faire l'électrochoc? T'as eu plus de 10 000 personnes qui sont venues à l'aéroport et t'as même les supporters de Partizan qui ont menacé de boycotter le match du Bayern si Zeljko Obradovic ne coachait pas. À mon Donc ça veut avis, dire qu'il y a quand même des coachs qui... à mon avis, il y avait quelques fumigènes là-dedans, mais tu disais sur le management émotionnel, et c'est intéressant d'avoir ta sensibilité féminine Oh là là. là-dessus. Oh non, mais t'allais parler émotion, donc Non, mais t'allais dire allume quelque les chose bougies, allume les bougies. Non, Ouais. Non, mais t'allais dire quelque chose d'intéressant, Ali. Je sais pas si t'avais fini ou pas, du coup. Ah ouais, j'avais fini. Mais en tout cas, je pense que je suis d'accord avec ça. Je pense juste pour clôturer le débat, je pense qu'on demande plus la même chose aujourd'hui au coach actuel. Hein. On demande plus la même chose et malheureusement, c'est les anciens coachs qui vont plus en pâtir. Et je pense que là, c'est que le début. Hein. Franchement, c'est que le début. Et je dis pas que c'est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais C'est un malheureusement, constat, tu veux dire. Hein? Tu fais un constat. ouais, c'est un constat de ce qui se passe et ce qui va se passer par la suite. Parce que, comme vous avez dit, il y a un gap générationnel qui est en train de se faire. Mais vraiment, une différence de mentalité qui est en train de se faire. Tu le disais, Flexta. Et je dis, hein, on le voit pas que dans le basket. Moi, je le vois dans le sport en général. Je veux pas aller dans la société, mais vraiment dans le sport en général, où quand on voit les coachs qu'il y a aujourd'hui, les anciens coachs, on va dire ça, qui ont été précédemment, auparavant, ont de plus en plus de mal à s'adapter, justement, à la nouvelle génération de joueurs qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne chose que c'est la faute des coachs, que c'est la faute des joueurs? Il y aura toujours une part un peu partagée. Mais je pense, non, après, non, il y a toujours, Partagé. Non, ça dépend. Gars, l'autre, il doit travailler ses trucs, il fait des TikTok. Non, mais après, ça dépend quel joueur. On Non, dit, mais tu vois ce que je veux non, dire. mais tous les jeunes ne sont pas, c'est ça que je dis. Je veux pas mettre un cas où je dis, oui, tous les nouveaux joueurs, ben, ils font ça. Non, mais Non, t'as Mais c'est- Wembanyama qui donne de l'espoir, Oui, tu mais vois. c'est- voilà, mais c'est ça que je dis. Wembanyama, Wembanyama, tu peux pas le mettre dans le groupe, alors que c'est un des plus jeunes. Mais c'est sûr, mais c'est une exception. Mais, tu vois, voilà, c'est ça que je dis. Enfin bref, clôturons le sujet des jeunes versus les vieux. Non, je pense c'est même pas plus ça. Je pense que c'est C'est une fou, en philosophie vrai. de vie parce que tu as des jeunes coachs qui sont à l'image de ce que représentent les Obradovic et Messina. Hein. C'est pas qu'une histoire de vieux sûr, contre sûr, jeunes. sûr. Hein. C'est juste une histoire de philosophie de vie, je pense aussi. Ok. Enfin bref, pas d'Euroleague cette semaine parce que c'est les fameuses fenêtres internationales. Bon, sujet sensible, la FIBA impose ses fenêtres pour les qualifications mondiales, mais la NBA ne libère pas les joueurs, l'Euroleague non plus. Résultat, les nations jouent parfois avec leur équipe B, C, voire
on doit faire appel à l'oncle qui joue au City là le dimanche. On t'a pas appelé Angelo? On t'a pas appelé? Wow. Mais en vrai, il y a des bonnes choses aussi. Ça remplit les salles, ça fait découvrir des joueurs. Il y a un vrai engouement local. Je trouve ça bien. Mais en fait, on doit se demander, est-ce que c'est un bon système? Est-ce que c'est pas injuste pour les petites nations? Est-ce que ça tue justement le contraire ou ça donne... C'est injuste pour beaucoup de raisons. Parce qu'en fait, les joueurs qui vont qualifier la nation pour la Coupe du Monde, la moitié des joueurs qui ont fait le travail ne seront même pas là. Parce qu'en fait, quand les joueurs cadres vont arriver, merci pour le boulot, mais mets-toi sur le côté. Maintenant, ça permet à des jeunes joueurs d'avoir de sélections en équipe nationale. Ça permet à des joueurs de se montrer, comme on dit. Mais je pense que c'est tout simplement le fait qu'on néglige beaucoup la compétition de la Coupe du Monde. Moi, je trouve que déjà, en termes de fenêtre internationale, quand c'est la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Je pense que il y a trop une différence de popularité et même de statut entre la Coupe du Monde et les JO. Là, on dit c'est la Coupe du Monde, vas-y. On laisse ça. Et juste pour finir, je pense qu'il faudrait que la FIBA, l'Euroleague et la NBA arrivent enfin à se mettre d'accord, tout simplement parce que l'air de rien, oui, mais tout simplement parce que on est quasiment plus de 100, j'avais vu une stat à 118 joueurs européens aujourd'hui, enfin international ou européen, je sais plus, qui jouent en NBA. Maintenant, il y en a beaucoup. Il y a 18 joueurs français maintenant qui sont en NBA. 18 joueurs français, c'est une équipe. Jamais un accord, Mills. Oui. Jamais. Non, moi, je suis d'accord. Jamais. Je suis d'accord avec ça. Et j'ai envie de te dire, sois satisfait déjà qu'on arrive à avoir les joueurs NBA pour les Jeux Olympiques. T'en auras une grande partie pour la Coupe du Monde. C'est une minorité de joueurs qui ratent au final. Et les fenêtres internationales, c'est également pour les qualifications pour l'Eurobasket. Coupe du Monde. Et quand c'est les Jeux Olympiques, la FIBA fait en sorte que les meilleures équipes puissent avoir leurs meilleurs joueurs. Et c'est pour ça que le pré-olympique, par exemple, qu'on a eu pour Paris, était pendant l'été. Tu vois on sent la différence. Ouais. Donc il y a une différence de statut entre les JO et l'Euro et voir la Coupe du Monde. Non, parce que c'est pas une différence de statut. La Coupe du Monde et l'Euro, tu les as tous les ans. Tous les ans ou tous les 2 ans. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. C'est pas juste une histoire de différence de statut, c'est aussi au niveau du prestige. Voilà, c'est une différence de prestige. Oui, mais ça veut pas dire et je veux pas dire des mots grossiers, mais qu'on en a rien à battre de l'Eurobasket ou de la Coupe du Monde. C'est simplement que le système des fenêtres, tu dis, c'est injuste parce que les joueurs qui sont sélectionnés, dans la grande majorité, ne seront pas appelés pour représenter leur pays. Mais en temps normal, ils sont pas appelés du tout. Donc, tu es en train de donner une opportunité d'avoir sur ton CV et aussi dans ta carrière de joueur, cet honneur incroyable, et je suis bien placé pour le savoir, de porter les couleurs du drapeau et d'être dans une compétition internationale majeure, parce que les fenêtres, malgré tout, restent un honneur indiscutable. Ça reste du basket de très haut niveau. Alors certes, certaines nations ont leur équipe B, mais toutes les nations ont leur équipe B. Et si certaines nations ne survivent que parce qu'ils ont, par exemple, les Bosniaques, ils ont Nurkic, ils ont un joueur NBA, soit. Mais c'est pas un joueur NBA qui va changer la donne quand tu as le Canada qui en a 10, quand tu as la France qui en a 12, quand tu as l'Australie qui en a 6. Tu vois ce que je veux dire? C'est, à un moment donné, pour moi, parce que j'ai vraiment réfléchi à cette question, on s'est dit qu'on allait aborder ce thème-là, donc j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment un désavantage? Vu que les moyennes et les tendances sont respectées, tout est rééquilibré. Parce que j'ai envie de te dire, c'est plus un désavantage pour les grandes nations que pour les petites. Tu regardes la Grèce, tu regardes la France, tu regardes l'Espagne, aucun de leurs joueurs NBA, aucun de leurs joueurs même Euroleague, sauf certains, parce que tu vois Larenzakis qui est laissé et un Papa Nicolaou qui sont autorisés par l'Olympiakos d'aller jouer en équipe nationale sur deux matchs, c'est simplement parce que ce sont pas les mecs qui jouent 35 minutes par match en équipe dans leur équipe respective. D'accord ? Donc au final, c'est un désavantage pour les grosses nations et ça rééquilibre le champ. Ça rééquilibre la compétition parce que tu donnes des opportunités à des nations beaucoup plus petites d'avoir du répondant. Et surtout, moi, je trouve très rafraîchissant qu'il y ait des joueurs qui sont, tu sais, dans la bulle, ils sont limite du top 12. Ouais, ils sont 13, 14, 15, 16 jusqu'à 25. Ouais, ils sont dans le groupe très élargi. Dans le groupe très élargi et qu'on puisse les voir et qu'on puisse les découvrir. Et en plus, comme tu l'as dit, et tu l'as bien présenté en intro, il y a un réel engouement dans tous les pays. Les salles sont pleines, bondées. T'as l'opportunité, toi, d'être un petit pays
où le basket, c'est pas forcément numéro 1, qui est mis en avant à une échelle vraiment intéressante, je trouve qu'il y a rien à acheter dans ce format-là. Il y a rien à acheter. C'est que du positif. Alors, je vois pas où est le négatif. Il y a un aspect négatif qui est là. Les fédérations. Tu peux avoir les meilleurs joueurs, tu veux dire? Ouais, voilà. Ouais. Mais les non, mais ça, l'aspect positif de ce truc-là, c'est qu'effectivement, ça élargit le groupe, on voit d'autres joueurs. Après, c'est vrai dans tous les autres sports, hein. Dans le rugby, c'est pareil. Dans le football, c'est pareil. Il y a toujours des problèmes entre les fenêtres internationales, les instances internationales, les clubs, les pays, les machins. Enfin, ça, c'est, dans le rugby, c'est encore pire. Ouais. Carrément, les mecs, ils doivent choisir, bon, je joue en sélection, j'ai mon match avec mon club. C'est, malheureusement, ça fait partie des mérites. Et les joueuses françaises qui vont en WNBA. Non, tu vois, t'as Monica Kouamakani et Marine Johannes qui viennent tout juste de faire leur premier match cette semaine depuis la fin de la saison. C'est là où on sait qu'il y a beaucoup de plaintes. Je parle pas de joueuses, mais je parle de tout en général, hein, masculin et féminin, par rapport à cela, parce que tu veux représenter ta nation, parce que ça reste un prestige. Ouais. Tu veux représenter ton club aussi, parce que à partir du moment où tu rates plusieurs un moment avec ton club, ça va très vite aujourd'hui, hein, le sport aujourd'hui, tu joues pas, le joueur prend ta place, ça devient compliqué, surtout quand t'es des joueurs qui sont pas dans ton propre pays. Je prends un exemple, quand tu vas d'arriver dans un nouveau club, etc., à part si t'as vraiment un statut. Oui, mais les fêtes internationales, t'as une trêve aussi. C'est une trêve, tu vois, t'as pas de match d'Euroleague, là, par exemple. Non, mais je suis d'accord. Mais maintenant, là où je parle des nations, c'est que, par exemple, Anna Djerifi, je prends un exemple, hein, Anna Djerifi qui n'a pas forcément, qui n'a pas été sélectionné au JO, par exemple. Il n'a pas un gros passif avec l'équipe de France. Voilà, avec l'équipe de France. Mais là, ça aurait été intéressant de le voir, par exemple, là, avec l'équipe de France, pas montrer ses qualités parce qu'il le montre déjà en permanence, mais le voir avec l'équipe de France. Là, on sait que la compétition sera dure, on en a parlé en termes de meneur. Peut-être que l'air de rien, il sera même pas sélectionné pour les prochaines compétitions internationales. On ne sait pas. Ouais. Tu vois, je ne sais pas. Ouais, mais ce serait en fait, je trouve intéressant de le voir là, dans les qualifs, affronter d'autres équipes. Après, je dis pas, tout le monde et c'est la même chose pour tout le monde. Je suis d'accord, hein. Mais quand on parle de groupe élargi, tu vois, le 12, 13e, 14e, il y a aussi ces joueurs-là aussi qui ne sont pas sélectionnés normalement en équipe de France, mais qui ne jouent pas non plus parce qu'ils sont en Euroleague. Bien sûr, ça. Et ce qui est dommage. Moi, je trouve ça dommage. En tant que. Ce n'est pas parfait. On est d'accord que ce n'est pas parfait. Mais dans l'absolu, par rapport à tous ces enjeux qu'il faut bien qu'on qualifie des pays, donner plus d'opportunités à plus de pays de se qualifier aussi. On n'a jamais eu autant de pays qui n'avaient jamais fait de championnat d'Europe ou qui n'avaient jamais performé à ce niveau-là participer à la fête. On voit des nations montantes. La Finlande a fait son meilleur résultat de l'histoire à l'Eurobasket cet été. Tu vois des nations comme l'Estonie. T'as la Suisse qui est en train de taper de 30 points la Serbie avant de perdre en deuxième mi-temps. Et je trouve que c'est rafraîchissant. Et surtout, tu dois faire un effort de formation et tu dois aussi, tu fais un effort de responsabilisation de beaucoup plus que simplement une dizaine d'hommes. Et je trouve que c'est très, très pertinent puisque de toute manière, les enjeux économiques font que tu n'auras jamais l'Euroleague, la NBA et la FIBA qui seront alignés par rapport à tous les enjeux. Parce que si tu dis ça, ça veut dire que maintenant tu surcharges le calendrier des joueurs également. Et tu peux pas le faire non plus. Il est déjà tu peux pas tout mettre l'été. Oui, je suis d'accord. Bon, juste pour finir ça, je mets une parenthèse rapide. Hein. Inas Sargionas, je suis obligé de parler du Lituanien qui a mis 9 points en les 9 dernières secondes. On a eu Reggie Miller, on a eu Tracy McGrady et maintenant on a lui. Ceux qui n'ont pas vu cette fin de match complètement incroyable entre la Lituanie et la Grande-Bretagne, allez voir parce qu'on arrive sur un des plus beaux comebacks de l'histoire du basket, tout simplement. Tout court. C'est juste incroyable ce qu'on a vu. Ceux qui n'ont pas vu, franchement, allez voir. Je sais que vous n'êtes pas forcément adepte de basket européen, vous préférez la NBA, mais ce qu'on a vu là, c'était peut-être le meilleur moment basket, en tout cas, que j'ai vu, en tout cas en 2025, en termes de performance. Non, mais clairement. Clutch. Voilà. Mais t'as eu des fins de match même avec l'Estonie et autres, le comeback de la Serbie contre la Suisse. Je te dis, il y a eu des très très bons matchs de basket et on découvre des joueurs, même pour nous en équipe de France, de voir un Nicolas Lang par exemple ou un Andrew Albici qui va prendre sa retraite internationale et qui fait ses Andrew, en plus c'est affectif pour moi parce que Andrew, sa première saison professionnelle, on était coéquipiers. Donc tu vois. De voir ce genre de choses, je trouve que ça donne une valeur où on donne l'opportunité à des mecs qui n'auraient jamais eu cette chance-là auparavant, de manger un petit peu du gâteau. Moi, je suis d'accord. Mais en tout cas, si la FIBA veut que les joueurs NBA participent, faut appeler Adam Silver et on leur souhaite un très bon courage à eux. Faut appeler LeBron James, c'est lui le vrai commissionneur. Oh là là. Il appelle Adam. Adam, c'est quoi cette règle, si tu peux?
Oh là là, bref. Next topic, please. Parlons des sélections du All-Star Game. Oh, on pourra aller vite là-dessus. Ouais. Ça y est, c'est sorti. Là, je vais vous donner le 5 de départ. On a Nadjerifi, Elio... Non, quelle surprise. Mais non, c'est pas vrai. Nadjerifi. Nadjerifi, Elio Kobo, Adam Mokoka, Lionel Godot, Mathis Youssouyovo. En remplaçant, on a Gérald Ayayi, Nathan De Souza, Stéphane Gombold, Kevin Kokila, Ahmad Mbaye, Benjamin Séné et Mathieu Strazel pour la Team France. Mathieu qui a eu le vote du public. Hein. Il a été... Ça lui a validé sa... Strazel, a été, le vote du public le plus... Juste devant Nadjerifi, d'ailleurs. Ouais. Et pour la Team Monde, dans le 5 de départ, on a Mike James. Attendez, faites pas les réactions maintenant. Faites pas les réactions maintenant. Au sort du public, entre parenthèses. Mais bon. Elle peut pas comprendre. On a Mbaye Jay, Nelly Joseph, Landers Nolay, Trevor Hudgens, et en remplaçant, on a Game Brown, on a Zach, on a Alpha Diallo, Eugenia Hill. C'est une dinguerie de me couper, monsieur. Pardon. Faites pas ça dans le royaume, s'il vous plaît. Si tu veux mettre une technique, tu peux. Attention. Bref, on a Marcus, on a Gavin Ward, on a Glyn Weston Jr. Et voilà. Moi, maintenant, j'ai une petite question. Est-ce que la liste vous va? Oui. Ouais. Oui. Il manque des joueurs? Il n'y a pas de scandale. Non, écoute, non seulement il n'y a pas de scandale, je pense qu'elle est très légitime, très logique. Et en fait, le problème, si on est vraiment pragmatique, c'est que tu as des équipes qui font de très très belles saisons, notamment Strasbourg. Ouais. Donc, généralement, les équipes qu'on n'attend pas à pareille fête, c'est Strasbourg qui est leader du championnat devant Monaco, devant Paris, devant l'Asvel. Les 3 équipes d'Euroleague, notamment. Et t'as juste des joueurs d'impact qui font une superbe saison. Tous les joueurs qui ont été votés méritent. Et comme on sait, c'est toujours le même challenge hein, quand il est question de All-Star Game. T'as que 12 places, t'en as pas 15, t'en as pas 20. Ouais. Donc t'auras toujours des gens qui vont rester sur le carreau. Je vais quand même prendre une minute pour mentionner peut-être 3 Ricains et 3 Français qui auraient pu prétendre. Ça irait vite, hein. Ouais, mais ça va vite là. Attends. Sinon, on a juste mentionné les All-Stars et on passe à autre chose. On a le droit d'en parler au moins une minute. Allons-y. Je pense, tu vois, que un Nicolas Lang de Limoges et international français, qui a 13 points, 13 dévals, ou un Gauthier Denis du côté de Gravelines qui fait les mêmes stats, ou un Yvan Février au Portel qui a 16 points et 15 dévals. Intrinsèquement mériterait considération, mais le problème c'est que le bilan des équipes est tout simplement trop mauvais. Donc ils sont bas-fond de classement, proche relégable ou voire relégable. Et bien entendu, le All-Star Game valorise les meilleurs joueurs, mais aussi les joueurs qui impactent les équipes qui gagnent. Donc ces 3 joueurs français auraient pu, avec un meilleur bilan, prétendre à une place ou auraient très probablement eu une place au sein de la sélection. Mais bon. Et au niveau des Ricains, je mentionne Nick Johnson, un ancien de Nanterre, qui porte Saint-Quentin, mais Saint-Quentin a du mal à survivre. Il y a eu changement de coach d'ailleurs. C'est triste pour moi parce que c'est Philippe Da Silva qui a eu la tête coupée. Philippe que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai partagé le terrain de nombreuses années. Il y a Angelo Warner de Boulazac qui a 15 points et 16 dévals. Mais bon, une fois de plus, Boulazac, c'est ces équipes-là, quoi. Limoges, le Portel, Gavin Ware qui a 18 points, 18 dévals, qui fait une grosse saison quasiment en double-double. Donc voilà, c'est les 6 noms que j'aurais mentionné en mode ils auraient pu être All-Star, mais quand tu regardes le bilan, il n'y a pas de. Toujours. Voilà. Faut juste dire, voilà, le All-Star Game qui aura lieu le 28 décembre, dimanche 28 décembre à Bercy. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le All-Star Game. Franchement, il y a toujours pas mal de spectacles. Tu seras, Mix? Tu y seras? Si je peux y être, tu serais. Est-ce qu'on y sera? Est-ce qu'on y sera? Voilà. Telle est la question. Voilà. On verra. Voilà. C'est Angelo Tsagara qui va passer quelques coups de fil. Si ça défend un peu, je pointerai le nez. Si ça défend comme les dernières années, oubliez-moi vite. C'est des All-Stars. De toute façon, voilà. Donc c'est des All-Stars, donc il n'y a pas de temps mort. Des temps morts comme ça, gratuit. Temps mort, vas-y. Attends, laisse-nous. Laisse-nous bien. Non, je vais même pas prendre une minute. C'est juste attends, mais juste, on te met ton temps. T'inquiète pas. On te met ton temps. Vas-y, c'est bon. Non, ne changeons pas le format du temps mort, s'il vous plaît. Parti. Voilà.
je veux pas faire mon vieux con, mais le basket, ça reste pertinent, ça reste excitant, ça reste stimulant quand il y a de la compétition. Je sais que c'est un All-Star Game, je suis pas fou. Je sais que les mecs ont pas forcément envie de donner le meilleur d'eux-mêmes dans le sens jouer leur vie, et plonger sur tous les ballons. Mais moi, je suis de l'école où j'ai vu les plus beaux All-Star Games de l'histoire se jouer avec des mecs qui avaient une envie de battre l'adversaire, une envie de montrer leur vrai talent, non seulement par le fait de réussir les tirs ou des actions spectaculaires, mais de le faire en devant se dépatouiller d'une défense coriace et avec un réel enjeu. East-West à l'ancienne, et même les All-Star Games à l'époque où c'était la France contre le monde avec la fierté de vouloir donner du spectacle, mais aussi de dire hey, nous les Français on a du basket. Je pense qu'ils l'ont quand c'est les 3 dernières minutes du match. Mais j'aimerais qu'on l'ait tout sourd. Donc voilà, je veux pas faire mon vieux con, mais jouer au basket, quoi. Parce que le All-Star Game, NBA ou français, ça m'intéresse pas. Time. Ok. Il a... Non, Bon, t'as dit que tu fais pas une minute. Il a fait une minute. On savait qu'il allait faire des minutes. J'avais fini ma phrase. Hein. Je suis régulier. Non, sur ma time. Non, c'est bien, non, je pense qu'il faut le féliciter. Ouais. Je pense que c'est la première fois qu'il dépasse pas une minute. Bravo, Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'Angelo va tenir encore une minute au prochain épisode. Voilà. Mais bref, maintenant, on va parler du bif qui pue la testostérone. Avec Vous avez un problème contre la testostérone Non, aucun. C'est... Bref. Voilà, je vais pas m'avancer plus dessus. Et les égos XXL, on a Kenyon Martin qui est parti dans un Kenyon. Pardon. Madame. Excusez-moi, pardon. Kenyon Non, Martin c'est la testostérone qui a parlé. Là. Exactement. Waouh. Il est sorti dans un podcast et il a dit que Draymond Green était un fake top guy. Je traduis pour lui. Pour lui, en gros, Draymond joue les durs seulement quand c'est safe. Quand c'est safe, c'est seulement là. Pour lui, en gros, Draymond choisit ses cibles. Clairement, il calcule et il n'affronte pas les vrais mecs, en fait. Clairement. Et il a dit quoi aussi? Il a dit que... pardon. Il y avait une quarantaine de mecs. Il a dit 200. 200. Il a dit 200 joueurs meilleurs que lui. Mais il en a mentionné 40. Il est fort. 200 joueurs. Mais après, Draymond, il lui a répondu, il lui a dit, mon gars, regarde ton palmarès avant de parler de moi, s'il te plaît. Là, pour moi, on est dans un clash générationnel. Je sais pas, vous, qui a tort, qui a raison. Toi, t'es team qui? Non, je te laisse commencer, Flexa, parce que je sais que t'as envie d'en parler depuis juin. Je sais qu'en off, tu voulais parler de ça. Je veux que tu donnes ton avis, Flexa. Et je pense que le public veut entendre ton avis par rapport à cela. Oui, Flexa, tu es l'homme le plus populaire de cette émission. Et oui, forcément, les gens veulent entendre ce que t'as à dire, Flexa. Le mec, il va dire, ouais, fallait l'interrompre, etc., etc. Toi, là! Carrément, je te redonne la couronne. Non, je te redonne la couronne. Non. Bon, clairement, on part dans des réflexions de gamin, mais Kenyon Martin a raison. C'est un faux dur de Draymond. Il sait très bien à qui il s'attaque. Il s'attaque jamais aux mecs plus costauds que lui ou des mecs plus nerveux que lui. Il prend des mecs dans des profils un petit peu cool ou soft à la Gobert qui veut pas se battre et je sais pas quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Zach Edding. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'était Meta World Peace, quand c'était Isaiah Stewart et tout, il était doux. Là, avec Myrlène, en machine. Sauf ce que je veux dire. Non. Moi, en fait, je déteste les faux fous. Si t'es fou avec tout le monde. Dès lors que tu dis non, bon, avec lui, je suis fou. Ah non, lui, il est costaud. Non, je suis pas fou. Après, quand on dit ça, on n'a pas dit que t'étais un mauvais joueur. On n'a pas dit que tu méritais pas tes 4 bagues. L'autre, la seule réponse qu'il a, regarde mon palmarès, regarde le tien. Et effectivement, j'ai bien aimé la réponse de Kenyon Martin qui lui cite 40 joueurs qu'il pense meilleurs que lui. Dans les 40, il y en a pas. Ils sont pas tous meilleurs que lui, mais il y en a beaucoup. Après, au niveau de l'accomplissement, voilà, c'est encore autre chose. 40 joueurs à son poste, hein, bien évidemment. Oui, mais ça, 40 joueurs à son poste. Tous les joueurs, à part peut-être les 3 derniers qu'il a mentionnés, sont tous meilleurs. Intrinsèquement. Ils sont tous meilleurs. Oui. Après, mais c'est même pas la question, tu vois ce que je veux dire. C'est même pas la question. C'est juste de dire que t'es un faux dur, en fait. Arrête de faire le dur, le super nerveux. Green, il a emmené ça sur un autre débat. En fait, c'est ça le truc, c'est que Green savait qu'il avait tort. Il a emmené ça sur un autre débat en disant, je suis meilleur que toi, j'ai une meilleure carrière que toi. Intrinsèquement. Non. Lui, il a parlé de, j'ai une meilleure carrière. Ce qu'il a dit. Il a dit, regarde ton palmarès, regarde ce que t'as accompli, regarde ce que j'ai accompli. Il a pas dit, voilà, ce qu'il a dit mot pour mot, il a pas dit qu'il était un meilleur joueur que nous, il a dit, regarde ce que t'as accompli, regarde ce qu'il a accompli. Mais, Mills, viens qu'on rentre dans le vif du sujet. On en a parlé en off.
Draymond Green est un joueur de système. Et d'être un joueur de système, c'est pas du tout une mauvaise chose. Au contraire. L'idée, et c'est ça, hein, tiens, on parle souvent, on dit, c'est ça l'enjeu dans ce rap game, mais là, c'est l'enjeu dans ce basketball game. C'est de faire une carrière. Comment est-ce que tu fais carrière, Flexstar? Tu fais carrière en étant un joueur de rôle, en ayant un rôle spécifique. Combien de joueurs en NBA? D'ailleurs, surtout en NBA. Tout le monde, tous les anciens, tous les pros, et en NBA et ailleurs, tu fais carrière quand tu trouves ton rôle et que tu le fais à la perfection. Exactement. Mike Miller, dans le Bruce Bowen, 3&D, je défends contre le meilleur joueur adverse et je suis dans le corner. Dès qu'on me donne le ballon, je mets dedans. Steve Kerr, shooter dans les corners, clutch quand il faut, j'ouvre les défenses, j'espace. On a besoin de laisser de l'espace dans la raquette pour Tim Duncan. Très bien, je suis là pour ça. Robert Horry, même chose. Je joue avec le gros Shaq, j'ai besoin d'écarter les défenses. Quand il y a les prises à 2 ou à 3, je dois mettre dedans. Et tu fais des carrières de folie. Parce que tu gagnes des titres. Parce que tu te vois valorisé dans le fait, comme à l'échelle des Bulls qui ont fait 2 3-peats, quand tu fais partie de ces équipes de légende, bah forcément, tout le monde en bénéficie. Quand on finit champion de France avec Boulogne-sur-Mer, il n'y a pas un mec de l'équipe qui n'a pas retrouvé un contrat qui était plus rémunérateur que celui de la saison. Tu vois, c'est tout le monde bénéficie de la victoire. Quand tu gagnes, tu manges. Ok, d'accord, oui. Le problème par rapport à ça, c'est que quand on creuse un peu plus, et c'est là où c'est vraiment l'argument, Draymond hors système Warriors, en visualisant, s'il avait été drafté par une autre équipe qui n'a pas ce genre de joueurs, les Klay Thompson, les Steph Curry et autres. Kenyon Martin dit, en 3 ans, tu aurais été sorti de la ligue. J'ai envie de te dire, je pense que c'est légitime de penser comme ça, parce que moi, ce qui me déçoit avec Draymond Green, c'est que tu es supposé te bonifier, vu que tes qualités athlétiques baissent avec le temps, vu que tu es moins rapide, vu que ton corps a un kilométrage qui fait que l'usure influence énormément. On ne parlait pas de sa vie privée, monsieur. Mais t'as un kilométrage au niveau des courses, et des sauts et autres. Enfin bref. Et donc, tout ça, Mills, ça fait que tu dois aussi savoir te réinventer un minimum. Et Draymond Green a toutes les opportunités de la Terre. Quand tu vois Lonzo Ball qui avait un shoot dégueulasse, qui a réussi à réinventer son tir en un été, tu vas me dire que Draymond Green peut pas faire en sorte de devenir un shooter correct. Je te demande pas d'être référence, juste correct. Ouais, je mets pas des airballs. Un mec respectable. Ça veut dire qu'un mec, quand on fait l'impasse sur toi, t'es pas en train d'hésiter pendant 15 secondes si tu vas prendre le tir ou pas. Et tout le monde te regarde. Parce que tu peux te cacher derrière non, mais c'est pas mon rôle dans l'équipe. We know. On sait que c'est pas ton rôle. C'est pas ce qu'on te demande. Par contre, tu penses que tu vas pas aider l'équipe si tout le monde est en train d'être omnibulé sur le shooter, sur Steph Curry, sur Jimmy Butler et consorts. Et si toi, tu peux relâcher cette pression défensive en mettant quelques banderilles de manière automatisée et fiable. Non, mais... Parce que tous les joueurs, Sean Kemp n'était pas un shooter quand il était arrivé dans la ligue. C'était pas un shooter. C'était le mec qui allait claquer des tomards sur n'importe qui, n'importe quand. En fin de carrière, quand il est à Cleveland, le petit 4-5 mètres là, il te le met. Attrapé, poum. Rachid Wallace, c'était pas un shooter à 3 points quand il est arrivé en NBA. Oui, je vais vous sortir les vrais noms. Non, mais... Fin de carrière. On est d'accord. Moi, je suis d'accord. Sur le débat, là, tu parles du joueur Draymond. Sur le débat, en réalité, c'est même pas ça. Mais... Vraiment, il nous a ramené sur un autre débat. C'est là que c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est ça qui est important. C'est un doki. Mais merci le Congolais. Mais en tout cas, pour dire que, en soi, parce qu'il y a 2 débats. En vrai, il y a 2 débats. Ouais, c'est 2 ans. On a déjà répondu sur un débat. Un débat qui est que c'est un fake guy. Fake tough guy, ouais. Fake tough guy. On est d'accord. Maintenant, il y a un deuxième débat. Green a dit, regarde ton palmarès, regarde tes accomplissements, surtout tes accomplissements. Maintenant, si on regarde les accomplissements de Green, on a eu ce débat-là un peu par rapport aux joueurs meneurs la semaine dernière, qu'on aura la prolongation qui va venir dans les prochains jours. Green, dans les accomplissements, en tant qu'ailier fort, je dis bien en tant qu'ailier fort, c'est un 4, hein. On est bien d'accord, c'est un 4. Il n'a pas 40 qui ont un accomplissement meilleur que le sien. Maintenant, je dis bien que, intrinsèquement parlant, il y a des joueurs qui sont bien meilleurs que lui, hein. Je prends un exemple, un Stoudemire, par exemple, est bien meilleur qu'un Green. Mais accomplissement, Green a des plus gros accomplissements que un Stoudemire. C'est un exemple que je donne. Voilà. Et il va jouer sur ça. Pourquoi? Parce que à la fin de sa carrière, on va retenir quoi?
qu'il a fait partie d'une des plus grosses dynasties de l'histoire. Et Green ne va pas s'empêcher d'en parler dans chaque podcast où il va passer, ou dans chaque émission où il va passer, il va dire, oui, est-ce qu'on va retenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Oui, bien sûr. Limite, il dira que c'est lui qui a inventé, Mais parce qu'en fait, à Steph Curry en fait, l'air de rien, là où il est important, et il le sait, c'est que, à partir du moment où on a commencé à le mettre dans le 5 de départ, il a totalement changé l'écosystème des Warriors. Et je parle pas offensivement, je parle défensivement, surtout. Défensivement, rien à dire. C'est pour ça que, justement, lui, il va jouer là-dessus, parce que il a déjà été, défenseur de l'année, on le sait très bien, défenseur de l'année. Il fait partie des meilleurs défenseurs de cette génération, hein. 9 sélections dans la All Defensive Team, donc 5 de la first et 4 de la seconde, tu vois. Un meilleur intercepteur de l'année en 2017. Il a fait un triple-double sans mettre 10 points. Donc, vous vous rendez, c'est dingue un peu ce qui se passe. Mais, tout ça pour dire que, moi, je suis d'accord avec Angelo en disant, il aurait pu progresser en tant que joueur intrinsèquement. Ça fait, Maintenant, moi, ce qui me dérange, je reprends tout de suite après moi, s'il te plaît, ce qui me dérange, c'est que ça fait 8 ans qu'il ne fait que régresser. Mais ça fait 8 terrible. Non, oui. Moi, je suis d'accord avec ça. 8 saisons, plutôt, 8 saisons, parce que les années sont sur. Mais à chaque titre qu'ils ont gagné, il a été plus qu'essentiel et très important. Tout à fait. Tu vois. Notamment en défense. était essentiel, Rodman était Notamment en essentiel, défense, mais Tony Kukoc était tu sais, par essentiel. exemple, là, je regarde même devant moi, les fois où ils sont allés en finale, c'est par exemple, je prends en 2016, hein, où ils perdent contre Cleveland dans le Game 7, c'est du 15,4 points et 10 rebonds de moyenne, tu vois. C'est un double-double, c'est niveau All-Star. C'est 2017-2018. Non, c'est pas niveau All-Star. Non, attention. 15 et 10, c'est pas ça qui te fait de niveau All-Star. Il est All-Star en 2007. Non. Je comprends ce que toi tu me dis, mais on voit ce que tu veux dire. Le niveau intrinsèque, il est pas All-Star parce qu'il tourne à 15 et 10. C'est pas ça qui fait qu'il est All-Star. Oui, mais c'est l'impact aussi qu'il a défensivement. Mais c'est l'impact. De toute façon, on l'a vu. 2017-2018, on sait même avec KD, où, quand il arrive, donc, scoreur, moindre encore. Lui, il ne base pas sa carrière sur ça. Lui, il se dit, je fais ce que j'ai à faire et je veux pas faire plus. Et, sa carrière lui donne raison pour l'instant. Parce qu'on en parlait la semaine dernière, par exemple, avec Anthony Parker. Tu gagnes 4 titres. T'as failli, peut-être, être potentiellement MVP des finales en 2016. Mais il a déjà été MVP. Non, il n'a pas été MVP des finales. Bien sûr que si. Non, tu parles de qui? Non, on parle de Parker, on parle de Draymond Green, là. Ah non, ok. On parle de Draymond Green. Qui a potentiellement, on en parlait quand en 2016, potentiellement, on ne dit pas qu'il a été, de toute façon, on saura jamais, LeBron l'a eu. Oui. Tout ça pour dire que, il va toujours jouer sur ça, et même si Draymond, non, excusez-moi, allez, oui, Cleveland a gagné en 2016, oui, voilà, on en parlera ce titre-là pendant une prolongation, mais tout ça pour dire que Green va toujours faire la même chose, c'est-à-dire, mettre le sujet vers où ça l'arrange, c'est-à-dire, mon accomplissement, la dynastie Warriors, etc. C'est un sorcier, je vous ai dit. C'est un fake tough guy. Il sait débattre. Il sait débattre. Il sait qu'il a tort. Justement, il sait qu'il a tort. C'est pas ça le débat. Oui. Mills, il a fait ce qu'on appelle une business decision. C'est-à-dire que lui, il a fait en sorte de vite botter en touche vis-à-vis de ce qui lui est reproché, entre guillemets, et de se mettre dans une lumière qui, quoi qu'il arrive, va jouer en sa faveur parce que, en effet, au niveau du CV, on se retrouve dans... Un des meilleurs CV à son poste. Hein. J'ai envie de te dire, c'est difficile de faire mieux, même s'il y a eu mieux. Tu as eu des joueurs qui ont eu autant de sélections, enfin plus de sélections All-Star ou de choses comme ça. Moi, j'ai envie de mettre un peu... J'ai peur. Ouais, vous savez. Hein, j'ai très peur là. Oula. N'ayez pas peur. Mais au final, Draymond Green, ouais, considéré comme un des meilleurs défenseurs de sa génération. Là où moi, je suis d'accord avec un Kenyon Martin, c'est que le jeu a évolué, mais de la même manière que tu n'as plus de pivot à l'heure actuelle, à part un Jokic ou un Embiid, est-ce que Draymond Green aurait été en capacité d'arrêter qui que ce soit de toute la liste des mecs que Kenyon Martin a donné? Oui, quand même. Qui il en aura arrêté, quand même. Non, j'ai pas la liste devant les yeux. Ok, alors attends. Non, regarde. Il a dit Sharif Abdul-Rahim. Pardon? Il aurait pu l'arrêter, quand même. Sharif Abdul-Rahim. Il n'aurait pas roulé dessus. Non, parce que Draymond Green, quand même, défensivement, il mesure combien, Draymond Green? Non, mais c'est pas il mesure combien, Draymond Green? C'est pas que sur... Il mesure combien, Draymond Green? C'est 2m3, non? Mais c'est... 1m98, pardon. 1m98. Non, je suis désolé. Je sais que c'est pas qu'une question de taille. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est border. Allez, finis ça, s'il te plaît. Là, on va juste terminer l'émission sur ça, en fait. Merci beaucoup. Non. Il y a une vraie nuance entre
le gabarit de Dennis Rodman et de Draymond Green. Dennis Rodman est plus rapide. Dennis Rodman saute plus haut. Dennis Rodman... Athlétiquement, c'était une dinguerie, oui, bien sûr, bien sûr. Athlétiquement, on est en train de parler d'une stratosphère dans laquelle Draymond Green n'existe pas. Le seul joueur capable de défendre efficacement sur des postes 4 à l'ancienne en faisant ce genre de gabarit, c'est Dennis Rodman. Draymond Green n'a pas ces qualités. Il ne les a pas. Et il n'est pas plus puissant que Dennis Rodman. Il n'est pas plus puissant. Donc, tu es en train de me parler. Regarde, rien que pour s'amuser. Chris Webber, Karl Malone, Tim Duncan. Et quand tu regardes toute la liste, tu me parles de Sharif Abdul-Rahim. Sharif Abdul-Rahim était un des postes 4 les plus talentueux et les plus purs de sa génération. En fait, quand je te dis ça, c'est que c'est pour vanter quand même les qualités défensives de Draymond. Il en a quand même. Défensivement, il est. Oui. Le truc, il faut sur l'attaque, surtout, il a pas progressé. Il faut pas qu'on se trompe de débat. C'est-à-dire que quand tu regardes intrinsèquement, et c'est pour ça aussi que l'épisode de prolongation qu'on va faire, parce que on vous a entendu, on a écouté vos réactions sur le débat du top 10 meneur, et on va aller en profondeur dans tout ça. Il y a le contexte à prendre en considération. Et moi, je donne toutes les fleurs que je dois donner à Draymond Green vis-à-vis de son QI basket et vis-à-vis de l'impact qu'il a sur le basket actuel. Voilà, c'est des placements défensifs. Je n'ai aucun problème avec ça. Et je fais pas partie de ces mecs-là qui pensent que Draymond ne sera pas un Hall of Famer ou je sais pas quoi. Non, il n'y a même pas de discussion sur ça. Il sera Hall of Famer. Le problème, c'est que tu as un mec qui, depuis 8 saisons, régresse. C'est un mec qui n'a jamais trouvé la parade vis-à-vis de sa réelle... de sa réelle kryptonite qui est de pouvoir tirer extérieur et de bonifier cette équipe des Golden State Warriors, tout en conservant le même rôle qu'il a. Ce serait une équipe qui deviendrait injouable si Draymond Green était une menace extérieure correcte. Juste correcte, j'ai même pas dit vraie menace, juste correcte. Donc, c'est ça le problème. Moi, le seul truc, je pense qu'on va finir là-dessus, si vous avez rien à ajouter, c'est que là où je respecte pas la position de Draymond dans ce débat-là, c'est que si ça avait pas été Kenyon Martin, si ça avait été un mec un petit peu plus frêle qui aurait dit ça, il aurait dit viens me voir, tu vas voir si je suis pas si je suis un facteur du gars, je vais te casser la figure, etc. Mais là comme c'est Kenyon Martin, non ton palmarès, regarde mon palmarès, tu vois, on rentre dans un truc de gamine. Non, mais c'est un truc de fake tough guy. Oui, c'est un truc de gamine, mais tu vois, ce truc il est malin parce que il est en ton hôtel parce qu'on en parle aujourd'hui, actuellement, et ça pour dire que moi je veux juste poser une dernière question juste pour finir ça. Vas-y. Est-ce que la carrière de Green et ses accomplissements permettent à Green, à son poste, moi je veux pas un truc à son poste, de rentrer parmi peut-être les 20 meilleurs ailiers forts à son poste all time? Franchement, ta question, je vais y répondre, donne-moi juste un peu de temps. Parce que je veux pas répondre trop vite, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ça veut dire que si je te dis oui, et après je suis en train de refaire un peu mes fiches et je me dis mais attends, parce qu'il faut prendre le temps de respecter le jeu. Il faut respecter l'histoire. Non, je suis d'accord. Ouais, il a dit sa carrière. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de respecter le jeu et l'histoire. Ou te dire non, et après de me dire, mais au final... Parce que en termes d'effort, en termes d'accomplissement collectif, il fait partie des plus gros. Oui, mais le problème, c'est que si tu parles de ça, Robert Torrey, maintenant je suis d'accord, c'est pour ça que je dis... Pour le coup, il avait pas le même rôle que Robert Torrey, quand même. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu parles juste des accomplissements... C'est pour ça que je dis bien. Un mec qui a 7 titres NBA, c'est pour ça que je dis bien. Il y a accomplissement, mais il y a aussi le côté intrinsèque du joueur. Il y a aussi les accomplissements aussi personnels de ce que tu as accompli en tant que joueur personnel. C'est-à-dire tes trophées individuels gagnés. Lui, il en a gagné un, Defensive Player of the Year. Tout ça. Maintenant, après, ça sera un autre débat. Ce sera une autre fois, on discutera bien des meilleurs et les forts à leur all-time. Je pense qu'il y a de quoi faire. Mais en tout cas, Green, intrinsèquement parlant, n'est pas aussi fort qu'on peut le croire, mais collectivement et dans l'écosystème des Warriors, il a grandement contribué en tout cas, à la dynastie des Warriors. En fait, le dossier de Draymond Green est super intéressant parce que c'est là où vraiment tu dois pousser ta réflexion à un niveau tu sais, où tu prends une analyse très très globalisée et tu dois trouver le juste équilibre entre talent individuel, carence individuelle, contexte dans lequel tu joues, choc des générations. Tu vois, c'est hyper compliqué parce que il est vrai que moi, un Draymond Green, il est, j'ai pas envie de dire c'est le dernier que je vais choisir, mais proche des derniers que je choisirais si je veux jouer avec un poste 4, quoi. Non, mais je suis d'accord. Tu vois? Et c'est ça qui pour moi est compliqué quand tu parles d'une conversation où Kenyon Martin met en avant quelque chose de très très légitime. Au niveau talent. Mais après, t'as parlé de la carrière. Sur la carrière, c'est après, sur le talent, on peut discuter. Mais sur la carrière, elle est là, les gars. Oui. Green est devant Martin sans discuter. Maintenant, intrinsèquement parlant,
C'est pas le même joueur. Voilà. Ouais. Kenyon Martin, termine rookie de ça. l'année. Et entre parenthèses, je termine juste, la concurrence qu'il y avait en tant qu'effort à l'époque, aussi. Non, Je précise bien parce que il a souligné le fait qu'il a été très peu de fois All-Star. Mais comment tu vas être All-Star avec tous les l'effort qu'il y avait à l'époque, à ce moment-là, c'était très compliqué. Pareil avec les meneurs de jeu dont on va... Voilà, je termine juste sur ça. Ah bon? Les problèmes. Bon, La reine. Bref, ne devenez pas un Draymond Green le lundi matin au taf, s'il vous plaît. Vous allez juste être détestable. Enfin bref, Ah ouais, l'émission... Toi, tu l'aimes vraiment pas, toi. Ah non, je peux pas me... C'est Raymond, c'est pas Draymond. Oh, C'est laisse-le intéressant. tranquille, s'il te plaît. Laisse-le tranquille. On a bien compris de qui tu parlais. Qui on parle Raymond Green. Vas-y. Ah non, parce que c'est aussi le deuxième prénom de joueur que tu aimes le plus citer dans cette émission. le deuxième prénom de qui? Cherchez, vous allez trouver. Raymond? Tu trouveras. Raymond, tu veux dire? Raymond? Tu trouveras. Raymond. Ok, je vais trouver. Bon, Ok, bref, bref, on parle pas de plus pusher. Bref, devenez pas Draymond Green, c'est tout ce que je vous le deuxième prénom demande. de LeBron Bref. James, si tu veux En tout cas, c'était savoir. un plaisir d'être avec vous. C'était Temps Mort Show, votre émission de basket préférée. On se retrouve très vite pour le prochain épisode la semaine prochaine. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Coco Jones? Ouais, plein de fois. Oh. Ah, j'aime C'est bien. pour ça que Kyrie, tout ça, ok. Ah, Je commence à... Oh là là. Donovan Mitchell, hein, Ça oh. commence.